Monsieur le conseiller fédéral, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Je commence tout de suite par les informations que j'ai à vous donner. Tout d'abord, je salue sur ce podium la présence aux côtés de monsieur le conseiller fédéral Alain Berset, le chef du département de l'Intérieur, monsieur Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, qui nous parleront tout à l'heure du thème de cette conférence de presse, à savoir le message concernant la révision de la loi sur les produits thérapeutiques. Aujourd'hui, la séance du Conseil fédéral s'est déroulée en l'absence du Conseil fédéral Didier Burkhalter. Monsieur Burkhalter se trouve actuellement en Asie, où il participe au 5e forum de Bali pour la démocratie. Il sera d'ailleurs ces prochains jours en Thaïlande, à Bangkok, pour la conférence régionale des ambassadeurs et sera de retour en Suisse dimanche prochain. Ce matin, en prélude à sa séance ordinaire, le Conseil fédéral a eu un entretien avec la présidente du conseil d'administration de la FINMA, Madame Héritier Lacha. Cet entretien avec la FINMA a lieu chaque année. Ce sont des entretiens institutionnalisés. Ils ont porté ces entretiens sur 2 points essentiellement. Le premier point, d'une part, le bilan de la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la FINMA pour la période 2010 à 2012. Ces objectifs, lorsqu'ils auront été définitivement adoptés par les organes de la FINMA compétents, seront bien sûr publiés. Ce sera dans le courant des prochaines semaines. Et puis, cet entretien ce matin a également porté sur la nouvelle stratégie de la FINMA pour les prochaines années de 2013 à 2016. Cette stratégie sera soumise prochainement aussi à l'approbation formelle du Conseil fédéral et sera donc publiée aussi après toutes ces décisions. Vous allez recevoir sur ce sujet un petit communiqué de presse qui résume exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous allez avoir le communiqué dans les minutes qui suivent. À l'issue de sa séance aujourd'hui, le Conseil fédéral a également rencontré les anciens membres du collège, comme il le fait chaque année. C'est une rencontre traditionnelle qui a lieu 2 fois par année. Raison pour laquelle nous venons maintenant aussi à 14h15 vers vous et non pas un tout petit peu plus tôt comme ça aurait pu être possible aujourd'hui. Vous recevrez cet après-midi, encore vers 15h, un communiqué portant sur une affaire de personnel. Et puis, avant de passer la parole à monsieur le conseiller fédéral concernant le thème de ce jour, à savoir ce message adopté par le Conseil fédéral sur la révision de la loi sur les produits thérapeutiques, vous avez déjà reçu le communiqué de presse. Le message lui-même sera disponible en ligne vers 16h quand il sera prêt, mais vous l'aurez le plus vite possible, donc au plus tard vers 16h. Sur ce sujet, maintenant, je passe la parole à monsieur le conseiller fédéral qui s'exprimera. Monsieur Stroupler s'exprimera par la suite. Et puis, on prendra vos questions à la suite. Oui, j'oubliais de vous passer la parole. Je le fais tout de suite. Monsieur Bauder. J'ai une remarque générale sur la politique d'embargo de l'information. C'est effectivement pas normal qu'on vienne ici en conférence de presse avec un simple communiqué de presse qui n'est même pas sur Internet, 4 paragraphes. Le message va venir à 4 heures. On ne peut pas poser des questions correctes puisqu'on n'a pas les documents. Et en plus, tous les problèmes qui étaient contestés dans la procédure de consultation ne sont pas évoqués dans le communiqué de presse, qui est vraiment un communiqué de presse langue de bois. Donc, écoutez, je suis désolé, mais on ne peut pas travailler comme ça. Note de vos besoins. Vous le savez qu'ils sont connus et qu'on ne fait pas exprès de vous donner le moins d'informations possible. Vous avez un conseiller fédéral ainsi que monsieur le chef du département de l'Office fédéral de la santé publique qui sont là pour vous informer, qui vont donc vous informer en détail. Vous devez aussi prendre en connaissance que les objets sont discutés le matin même au Conseil fédéral, que s'il y a des modifications qui sont nécessaires suite aux discussions, ces modifications doivent être faites dans les 3 langues, non seulement dans les communiqués de presse, mais aussi dans les messages, dans les textes de loi. Ça explique tout simplement pourquoi on ne peut pas toujours vous livrer tout le matériel dès que la conférence de presse a lieu. On pourrait très bien venir, si vous préférez, alors à 17h en conférence de presse, après que tout le matériel soit à disposition, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure des politiques. Vous avez l'occasion de prendre connaissance ensuite de ce matériel d'information. Vous pouvez toujours recontacter l'office, recontacter le département. Vous avez toutes les possibilités à disposition. Sachez qu'on fait simplement au mieux, mais qu'il n'y a pas de politique volontaire de ne pas vouloir vous donner l'information. Il y a des discussions au Conseil fédéral qui ont des conséquences sur le matériel d'information, sur les messages eux-mêmes. Il faut nous laisser le temps quand même de le faire, et en plus dans les langues nationales. Voilà la raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore. Mais j'espère, et je sais que l'Office fédéral de la santé publique est en train de tout faire pour que ça vienne le plus vite possible. Vous les aurez dès que c'est prêt, ils seront mis en ligne. Donc, nous partageons ce souci, bien sûr. Y a-t-il des questions sur la séance qui s'est déroulée ce matin? Ça n'a rien à voir avec la politique d'embargo, je le précise. Rien à voir.
Monsieur Häfliger. War die Kritik der SiK-Nationalrat, die dem Bundesrat eigentlich Verfassungsbruch vorwirft bei den Armeekosten, war das heute ein Thema im Bundesrat? Nein, das war absolut kein Thema. Zu diesem Thema kann ich aber Folgendes sagen. Verfassungsbruch, das habe ich im Kommuniqué auf jeden Fall von der SiK nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gesagt wurde, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass man von einem Planungsbeschluss des Parlaments geredet hat. Dieses Planungsbeschluss ist im Artikel 28 vom Parlamentsgesetz geregelt und es sagt in dieser Artikel des Parlamentsgesetzes ganz klar, dass der Bundesrat sich entfernen kann von einem Planungsbeschluss des Parlaments. Er muss es aber motivieren und sagen, warum nicht. Das ist Absatz 4 von diesem Artikel 28 des Parlamentsgesetzes. Also vielleicht wäre es institutionell gut, dass man sich mit dieser Artikel befasst. Aber ich habe nicht gehört, dass man Verfassungsbruch dem Bundesrat verworfen hat. Vielleicht war es im Rahmen der Medienkonferenz, aber das habe ich im Kommuniqué auf jeden Fall nicht gelesen. Monsieur Trütsch? Hat der Bundesrat Kenntnis genommen vom Wahlausgang in den USA? Selbstverständlich. Und wie immer hat er auch gratuliert, den neuen Präsidenten der USA. Die Präsidentin macht das und die Gratulation geht über die diplomatischen Wege. Und er freut sich einfach, die bilateralen Beziehungen mit den USA weiter zu pflegen. Y a-t-il d'autres questions ou remarques d'intendance? Est-ce que nous faisons la conférence de presse? Est-ce que vous voulez la repousser comme le propose M. Berset lui-même? Non, on va faire la conférence de presse. Simplement, le communiqué de presse pour être un peu plus développé. Si vous ne pouvez pas donner simplement, c'est un communiqué de presse de voir. Je dirais, on peut faire un communiqué de presse de moins de 4 ou 5 pages qui donne quand même quelques détails sur le projet. Eh bien, vous allez avoir toute une série d'informations. Je suis sûr qu'après cette présentation, vous aurez 30 questions à poser. Et puis, vous recevrez le message dès qu'il est prêt. Je passe la parole à M. le conseiller fédéral. Oui, merci, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'office. Je propose effectivement qu'on la repousse si vous le souhaitez. Pour moi, c'est possible jusqu'à 18h, également à partir de 20h30, demain matin aussi. Donc, il y aurait des possibilités si vous le souhaitiez. Je comprends ce que vous avez fait comme remarque. Il faut comprendre qu'on essaye aussi de venir le plus vite possible devant vous, en partant de l'idée que c'est dans l'intérêt de la presse d'avoir l'occasion d'avoir des informations sur des décisions prises, l'occasion de poser des questions, d'obtenir des réponses. Mais je comprends aussi qu'évidemment, il serait mieux d'avoir toujours tout sur la table, même si ce n'est pas toujours possible. Mesdames et Messieurs, le Conseil fédéral a transmis ce matin au Parlement, a pris les décisions ce matin pour la transmission du message au Parlement qui concerne la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques. Vous savez qu'il y a déjà eu une première étape, entrée en vigueur en 2010, avec une révision anticipée de cette loi. C'est une première étape qui a pu poser des conditions essentielles qui permettent aux hôpitaux de mieux assurer l'approvisionnement en produits thérapeutiques pour leurs patients. La deuxième étape sur laquelle le Conseil fédéral a pris ses décisions ce matin est plus complète. Elle apporte des améliorations dans différents domaines, dans le domaine de la pédiatrie, dans la question des rabais et des bonus pour les médicaments soumis à ordonnance, dans le domaine de l'automédication et encore dans le domaine des médecines complémentaires. Pour ce qui concerne tout d'abord les médicaments pédiatriques, évidemment, c'est un sujet très important pour une société, pour un pays, d'avoir des médicaments qui soient efficaces autant que possible pour les enfants. Nous souhaitons que les enfants puissent bénéficier des meilleures thérapies possibles, de traitements médicamenteux qui soient sûrs. Or, aujourd'hui, il n'est pas rare que les médecins doivent recourir à des médicaments pour adultes, parce que pour bon nombre de diagnostics, il n'existe pas de médicaments destinés au seul usage pédiatrique. Et donc le projet sur lequel le Conseil fédéral a pris ses décisions ce matin vise à introduire non seulement des incitations, mais aussi des obligations pour les fabricants afin qu'ils mettent sur le marché davantage de médicaments destinés aux enfants. Et à l'avenir, avec ce message, le développement d'un nouveau médicament fera l'objet d'un examen systématique pour savoir si son correspondant à usage pédiatrique est nécessaire. En plus, une banque de données nationale devrait voir le jour. Elle sera destinée aux spécialistes. Elle contiendra des informations sur l'utilisation
des médicaments et facilitera la prise de décision pour la médication qui concerne les enfants. Le développement de cette base de données doit prendre environ 3 ans. C'est un délai qui, à première vue, peut paraître assez long, mais si vous le comparez à la fabrication d'un nouveau médicament, vous verrez que cet instrument permettra rapidement aux médecins d'obtenir facilement toutes les informations disponibles sur les traitements médicamenteux à usage pédiatrique. C'était le premier élément, les médicaments pédiatriques. Deuxième élément que j'ai mentionné tout à l'heure, l'octroi des rabais et des bonus. La loi sur les produits thérapeutiques n'est pas révisée uniquement dans l'intérêt des enfants, elle est révisée également dans l'intérêt de l'ensemble des patientes et des patients. Et sur ce volet des rabais et des bonus, elle apporte de la transparence, réduit la dépendance en soumettant l'octroi de rabais et de bonus à des conditions plus strictes lors de la prescription et de la remise de médicaments. Künftig werden damit Naturalrabatte verboten sein, denn Ärztinnen und Ärzte sollen sich bei der Verordnung von Arzneimitteln voll auf ihr Fachwissen stützen, wenn sie die beste Therapie für die Patientinnen und Patienten suchen und nicht durch finanzielle und andere Anreize beeinflusst werden. Zudem soll die Transparenz bei den Rabatten erhöht werden, die Hersteller auf ihre Produkte gewähren. Und hierfür müssen medizinische Fachpersonen und Organisationen ihre geschäftlichen Verbindungen offenlegen. Zu all diesen gesetzlichen Änderungen gehört auch, dass Übertretungen entsprechend geahndet werden können. Geldstrafen allein reichen hier nicht aus. Um die Durchsetzungskraft dieser neuen Bestimmungen zu erhöhen, können Zuwiderhandlungen künftig auch mit einer unbedingten Haftstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. Voilà pour les bonus et les rabais. L'automédication maintenant, simplifiée, c'est la 3e nouveauté importante apportée par cette révision. C'est une nouveauté qui vise à faciliter l'accès à certaines préparations pour les patients. Et à cette fin, les pharmacies, les drogueries, les commerces de détail doivent avoir plus de compétences pour remettre eux-mêmes des médicaments. Premier point, c'est qu'à l'avenir, les droguistes pourront vendre tous les médicaments non soumis à ordonnance. En outre, les pharmaciens pourront remettre certains médicaments soumis à ordonnance, même sans prescription médicale, à condition qu'ils fournissent le conseil spécialisé adéquat. La détermination de cette liste est évidemment une question très importante. Et il va importer encore à l'avenir il importerait encore, en cas d'acceptation par le Parlement, de déterminer quels sont les médicaments qui seraient concernés par cette mesure. Parallèlement, c'est le 3e point que je souhaite mentionner ici, l'assortiment de médicaments disponibles dans les commerces de détail en libre service et sans conseil spécialisé sera élargi. De quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de thé, de bains médicinaux, de bonbons pour la gorge, de pommades pour les muscles, enfin voilà, pour que vous saisissiez de quoi il s'agit concrètement. Et pour que ces adaptations soient mises en œuvre, il faudra réexaminer la classification des médicaments en catégorie de remise, ce qui est essentiel évidemment pour moi, pour le Conseil fédéral dans cette question, c'est que la sécurité des patients soit au centre de la discussion. Évidemment, la sécurité des patients sera déterminante lors de ce réexamen. Voilà pour les éléments principaux que je souhaitais aborder avec vous. C'est vraiment les trois grands points qui me paraissent devoir être mentionnés aujourd'hui sur la modification de cette loi, la révision de la loi. Il comporte encore d'autres nouveautés, notamment des procédures d'autorisation simplifiées pour les produits des médecines complémentaires. C'est évidemment une question aussi très importante. C'est un point sur lequel, je crois, M. Strupler, qui interviendra tout à l'heure, pourra aussi vous informer. Voilà ce que j'avais à vous dire au nom du Conseil fédéral. Merci, Monsieur le Conseil fédéral. Monsieur Strupler, je vous en prie, vous avez la parole. Ja, vielen Dank, Herr Vizekanzler, Bundesrat. Mit der Revision des Heilmittelgesetzes werden auch die Komplementär- und Phytoarzneimittel neu geregelt.
Sie erfreuen sich in der Schweiz einer hohen Beliebtheit, nicht nur in der Schweiz, aber in der Schweiz. Die Annahme der Volksinitiative Ja zur Komplementärmedizin vom 17. Mai 2009 haben dies gezeigt. Wir wollen deshalb dafür sorgen, dass eine gute Versorgung der Bevölkerung mit diesen Präparaten gewährleistet bleibt. Erreichen wollen wir dies über folgende Vereinfachungen des Zulassungsverfahrens. Erstens durch eine erleichterte Zulassung traditioneller Arzneimittel, das heißt solcher Arzneimittel, die seit Jahrzehnten angewendet werden. Und zweitens sollen Komplementärarzneimittel ohne Indikationsangabe durch eine einfache Meldung eine Zulassung erhalten. Dies betrifft viele gängige Präparate in den Bereichen der Homöopathie, der anthroposophischen oder asiatischen Medizin. Und drittens soll die Herstellung von Arzneimitteln in kleinen Mengen ohne eine Zulassung möglich sein. Die Bedingung ist, dass jährlich nicht mehr als 100 Packungen eines solchen Arzneimittels hergestellt werden. Profitieren können davon selten verwendete, aber im Einzelfall in der Komplementärmedizin sehr wertvolle Arzneimittel. Die Regelung im Einzelnen wird in der Verordnung des Bundesrates zu finden sein. Es gibt unter der aktuellen Gesetzgebung Arzneimittel, die nur kantonal zugelassen sind. Diese Produkte können ebenfalls von den vereinfachten Prozeduren profitieren, wenn ein schweizweiter Marktzugang angestrebt wird. Auf eine zwingende schweizweite Zulassung eines Medikamentes, das nur in einzelnen Kantonen zugelassen ist, wird hingegen verzichtet. Neben den bereits erwähnten Anpassungen werden auch die Regelungen zur Steuerung des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic angepasst. Vielleicht ein Rückblick. Swissmedic wurde 2002 gegründet. Es ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die nicht zur Zentralverwaltung gehört, also im sogenannten dritten Kreis der Verwaltung steht. In seiner Organisation und Betriebsführung ist es selbstständig, verfügt über eine eigene Finanzierung und führt eine eigene Rechnung. Mit der vorliegenden Revision wird die Steuerung von Swissmedic an die Richtlinien des Bundes angepasst. Die Unabhängigkeit des Instituts wird durch die Einführung strategischer Ziele gestärkt. Bei der Festlegung dieser Ziele wird dem Bundesrat ein Genehmigungsvorbehalt eingeräumt, womit er seine Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Instituts weiterhin aktiv wahrnehmen kann. Neben den bereits erwähnten Neuerungen gibt es in der Vorlage noch weitere kleinere Anpassungen. Auch sie dienen der Sicherheit der Patientinnen und Patienten im Umgang mit Arzneimitteln. Eine davon ist, dass man künftig Informationen zu sämtlichen in der Schweiz zugelassenen Arzneimitteln in einem elektronischen Gesamtverzeichnis finden wird. Die Verantwortung über dieses Verzeichnis liegt beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic. Es hat sich bisher gezeigt, dass nicht alle Pharmafirmen der Verpflichtung nachkamen, diese Informationen zu publizieren. Und aus diesem Grund wurde ein zentrales Gesamtverzeichnis nun eingerichtet. Im Weiteren wird die Überwachung des Arzneimittelmarktes verbessert, sei es bei Meldungen zu unerwünschten Wirkungen, sei es bei der Qualitätssicherung, bei der Verschreibung von Arzneimitteln. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Erwartungen an die Revision des Heilmittelgesetzes ist vielfältig. Es sind verschiedene Ziele, die verfolgt wurden. Man will mit der laufenden Forschung und Entwicklung Schritt halten, will sichere Produkte und zugleich neue, moderne Vertriebsformen sind gewünscht und dem wird auch nachgekommen. Die vorliegende Gesetzesrevision wird diesen höchst unterschiedlichen Ansprüchen gerecht, ohne dass das wirkliche Ziel aus den Augen verloren wird, nämlich der Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier. Vielen Dank. Merci, Monsieur le Directeur. Nous prenons vos questions. Y a-t-il une question? Monsieur Bauder. J'aimerais avoir quelques détails sur la manière dont est réglé l'article 57 sur les avantages matériels.
concrètement. La FMH parlait de projets répressifs. Qu'est-ce qui reste de répressif? Est-ce qu'il y a une diminution de la répression ou pas de départ? Et puis comment sont réglés le problème des congrès médicaux, puisque les congrès sont assimilés ou pouvaient être assimilés à de la formation professionnelle? Ça pose des problèmes dans certains hôpitaux qui n'ont pas le budget pour envoyer leurs médecins dans des congrès médicaux qui sont payés. Comment est-ce que vous avez réglé ces problèmes-là? Bon, il y a toute une série de points que vous mentionnez là qui ne se règlent pas seulement dans la loi, naturellement, qui vont se régler aussi au-delà. Pour les questions très précises, vous aurez l'occasion tout à l'heure, parce que tous les spécialistes qui ont vraiment les détails aussi sur la mise en œuvre, sont là aussi pour répondre à vos questions complémentaires. Et pour les questions plus générales qui concernent l'article 57, M. Struppler. Merci beaucoup. Was verboten ist, sind die Naturalrabatte. Das ist verboten. Was man nicht verboten hat, sind die Boni. Man will doch dem Wettbewerb eine gewisse Chance geben. Was neu ist, ist die Deklarationspflicht der Verbindungen, die Offenlegung der Verbindungen in den Rechnungen, in den Büchern der Pharmafirmen, aber auch der Ärzte beispielsweise muss eingesehen werden, wo Boni gegeben wurden. Diese Boni, der geldwerte Inhalt dieser Boni muss weitergegeben werden an den Patienten oder an den Prämienzahler. Was die Kongresse anbelangt, stellen wir fest, dass sich die Situation in den letzten Jahren in Eigenregelung verbessert hat. Erstens ist die Aufmerksamkeit im Publikum relativ hoch und hat zu einer Selbsteinschränkung geführt. Andererseits sind diese Kongresse auch eine Geldfrage, wenn Sie sehen, wie viel das früher diese Ausgaben betragen haben. Das alles geht auf die Gewinnmarge der Pharmafirmen. Die Zurückhaltung hat sich auch aus wirtschaftlichen Gründen ergeben. Madame Pestalozzi. Vielleicht laut reden, wenn die Technik nicht will. Also ich hätte eine Frage zur Abgabe, die Apothekerinnen und Apotheker künftig machen können von bis jetzt rezeptpflichtigen Medikamenten. Kann man ausrechnen, wie groß jetzt das Sparpotenzial daraus entsteht bei den Ärzten, wenn ich nicht mehr zum Arzt gehen muss und mir das Rezept abholen? Parler de la remise par les pharmaciens de médicaments soumis en principe à ordonnance, mais qu'ils pourraient remettre sur la base d'un conseil spécialisé. J'ai bien compris. Et vous demandez quel est là le potentiel. C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est le principe qui est fixé pour le moment. Et j'ai mentionné tout à l'heure que, bon, il y a 5000 médicaments. La délimitation avec les listes, vous savez, il existe 5 catégories, lettres A à E, la catégorie de remise sur ordonnance non renouvelable, remise sur ordonnance, la deuxième catégorie, remise sur conseil des professionnels de la santé, c'est la troisième catégorie, la quatrième remise sur conseil spécialisé, la cinquième remise sans conseil spécialisé. Et tous les médicaments sont répartis entre ces différentes catégories. Et ce que nous ouvrons maintenant, c'est la possibilité d'abord, il y a deux questions, il y a la possibilité de faire bouger d'une catégorie à une autre, mais ça c'est un gros travail qui doit encore être fait ensuite. Pour l'instant, il y a le principe qui est décidé, mais on n'a pas la liste des médicaments qui va bouger là. Et puis, quel est le potentiel économique qui serait lié à la remise directement par les pharmaciens sur un conseil de médicaments qui sont sinon soumis à ordonnance? Aujourd'hui, c'est très difficile à estimer. On peut probablement estimer que ça pourrait représenter un certain potentiel d'économie dans le cas où vous n'auriez plus besoin de passer par une consultation médicale pour, dans certains cas, avoir accès à un médicament, mais ce potentiel, il est difficile à chiffrer. C'est plutôt une diminution qu'une augmentation. Prochaine question, Madame Imsand. Oui, il est prévu de prolonger la durée de protection du brevet pour les médicaments pédiatriques. Alors, de combien de temps est-ce que ce sera prolongé? Et puis, est-ce que ça signifie qu'il y aura un potentiel pour faire pression pour réduire le prix de ces médicaments?
vous faites un lien entre la prolongation de la durée de la protection par brevet et la réduction du prix. Bon, l'idée, c'est plutôt d'inciter. Donc, ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est d'inciter les entreprises pharmaceutiques à produire plus de médicaments à usage pédiatrique. Et c'est clair qu'en augmentant un peu la protection des brevets, on augmente l'incitation à faire de la recherche et à développer des médicaments spécifiques pour les enfants. Il est question d'augmenter les brevets de 6 mois, ce qui est à la fois un geste qui est pas sans une étape qui n'est pas complètement anodine, mais qui ne double pas non plus la durée des brevets, parce que ces brevets ils s'étalent sur des années, hein, en moyenne, je crois, une quinzaine d'années. Donc on parle d'un signal, d'une augmentation qui doit inciter les pharmas à le faire, et également de vérifier systématiquement si les produits sont nécessaires pour la pédiatrie. Hein. Il y a donc un travail supplémentaire à faire là. Il faut qu'il y ait un intérêt aussi à le développer. L'idée là, c'est d'avoir à disposition ce que nous n'avons pas aujourd'hui dans pas mal de cas, à savoir des médicaments spécifiquement dédiés aux enfants. Donc c'est plutôt une réflexion sur la qualité et la disponibilité de médicaments destinés aux enfants, et pas de faire augmenter ou baisser le prix, puisque dans certains cas, ces médicaments n'existent pas aujourd'hui. Il s'agit donc de pousser à les développer pour éviter que, pour les enfants, on soit contraint de prendre des médicaments pour adultes, ce qui arrive aujourd'hui, puis à les doser. Il y a des cas dans lesquels il faut pouvoir développer des médicaments spécifiques, et c'est l'idée qui est là. Prochaine question. Madame ? Concernant la vente de médicaments par les pharmaciens et droguistes, est-ce que les médecins ne sont pas concernés? C'est-à-dire à remettre gracieusement certains médicaments? Gracieusement. Gracieusement, vous dites. Pardon? Gracieusement, vous avez dit. Pas gracieusement, non, mais disons leur remettre, voilà, ce qui passe par la pharmacie et non par. Je ne sais pas si vous faites mention à la question de la dispensation de médicaments pour les médecins. C'est ce que je pense comprendre là. Ça, c'est une question qui n'est pas traitée dans le message, sur laquelle nous travaillons. Il y a eu aussi pas mal de demandes de réflexion du côté du Parlement qui sont dans ce sens-là, mais ça ne fait pas l'objet de la révision de la loi que le Conseil fédéral a adoptée aujourd'hui. Monsieur Alonso ? Si je ne me... La Ligue suisse contre le cancer s'était plaint d'une pénurie de médicaments pour certains types de cancer. Et si je ne m'abuse, il en appelait à la Conseil fédéral à réglementer. Est-ce que ça a été traité ou non? Et pourquoi l'avoir abandonné si tel n'était pas le cas? Alors, la disponibilité de médicaments et l'accès aux médicaments pour les hôpitaux, c'est notamment de ça qu'il s'agissait, ça a été précisément l'objet de la première révision de la loi sur les produits thérapeutiques qui est entrée en vigueur en octobre 2010. Donc le travail de ce côté-là a été fait. Le problème auquel nous avons été confrontés au printemps, il est plutôt lié à la disponibilité de certains types de médicaments, liés aux capacités de production des entreprises pharmaceutiques. Il suffit qu'il y ait parfois sur une chaîne de production quelques problèmes de qualité, et ça peut tout de suite avoir des conséquences. Et c'est un problème auquel la Suisse était loin d'être seule à être confrontée. La plupart des pays européens ont été confrontés à des problèmes de quantité, de disponibilité de certains médicaments à certains moments. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui existe, qui a déjà existé dans le passé et qui existera certainement encore à l'avenir. Une réponse était la première révision de la loi sur les produits thérapeutiques. Deuxième réponse, c'est évidemment de suivre ça de manière très précise. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place avec l'OFSP, c'était au mois de mai, je crois, un groupe de travail qui a suivi cela d'assez près, de manière à garantir la disponibilité de médicaments. Dernier point que je peux vous donner là-dessus, j'ai eu un échange à ce sujet avec la Ligue concernée. J'ai pu lire une fois ou l'autre qu'il y avait des cas dans lesquels les patients n'avaient pas pu être traités. J'ai dit, amenez-moi des exemples, je les attends toujours. En réalité, il n'y a pas eu de cas dans lesquels les patients n'ont pas pu être traités. Il y a par contre eu des cas dans lesquels il a fallu adapter ou faire recours temporairement à un autre médicament. Mais il faut aussi, là, je crois, garder un peu le sang-froid. Il ne s'agit pas de créer la panique chez les gens. Il n'y a pas eu de difficultés insurmontables.
Il y a eu des choses qu'on avait déjà connues dans le passé, qu'on essaye de maîtriser, de contrôler autant que possible. Et ça n'est pas l'objet de cette révision, c'était l'objet de la révision précédente qui a été en vigueur en 2010. Et il ne nous a pas paru, il n'y a pas d'élément là qui nécessitait de faire des choses supplémentaires dans cette révision. Question complémentaire, monsieur. Donc, selon vos informations, la pharma ne cesse pas de produire des médicaments anti-cancer parce qu'ils ne sont pas rentables. Un peu l'accusation de la Ligue anti-cancer. Alors, on peut parler, c'est un autre sujet, mais j'en parle volontiers. La question de la rentabilité des médicaments dépend du prix de vente des médicaments. Et si les entreprises pharmaceutiques n'avaient dans l'idée que de vendre les médicaments que là où ils sont vendus le plus cher, alors faites une comparaison entre les prix de vente de mêmes médicaments dans tous les pays, puis vous regardez où est-ce qu'il devrait y avoir, non pas pénurie, mais trop de médicaments. Et c'est précisément pas cette logique-là qui l'emporte. C'est précisément pas cette logique-là qui l'emporte. Pour la plupart des médicaments, les prix suisses comparés aux prix que vous avez ailleurs sont plutôt plus élevés. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas cette logique-là qui l'emporte. Donc là, je vous laisse peut-être poser la question à la Ligue concernée qui prend la responsabilité de ce qu'elle a affirmé à cette occasion-là. Une prochaine question. Je crois qu'il y avait M. Bauder. On va prendre des questions. On essaye de régler les problèmes techniques. Il y a des jours comme ça où on ne peut pas vous livrer les documents, où la technique ne suit pas. Mais là aussi, je vois que tout le monde s'active pour que ça marche. Alors, on va essayer. M. Bauder. C'est exact. Il n'y a pas dans ce projet de loi, et c'était aussi peut-être la principale question que vous pouvez vous poser. Je comprends aussi que sans les documents sous les yeux, vous les aurez à 16 heures. Mais enfin, la principale, une des grandes différences, un des éléments importants, c'est qu'il n'y a pas de chapitre sur la dispensation par les médecins dans le projet. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez sorti ce chapitre-là? M. Stroupler. Moi, d'abord, un mot de ma part à ce sujet. Je crois qu'effectivement, l'objectif que nous avions là, c'était de soutenir le développement de médicaments pour les enfants, c'est les médicaments pédiatriques dont je parlais tout à l'heure. C'était de contrôler mieux la question des rabais et des bonus, de parler de flexibiliser un peu l'accès aux médicaments dans l'intérêt des patients. Et pour moi, la question de la dispensation par les médecins, c'est un autre volet, c'est une autre question. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas, mais je considère que ce n'est pas quelque chose qui doit figurer dans ce projet-là. Vous devez aussi savoir que si ça figurait dans ce projet, ça aurait probablement été le point le plus âprement discuté. Je t'ajoute quelque chose. Madame, vous aviez Monsieur Stroupler, peut-être. Monsieur Stroupler. Bon. Comme vous le savez, la Suisse est partagée à ce sujet, et c'est un sujet très brûlant. Donc, vous avez lu, il y a eu des développements dans le canton de Zurich, dans la ville de Zurich et Winterthur, et c'est quelque chose que nous devons regarder dans sa totalité. Qui gagne combien sur les médicaments? Qui doit avoir quelle marge? Il est aussi clair que ce système de la Selbstdispensation, pour le dire en français, est une particularité de la Suisse. C'est enfin un problème qu'un médecin qui lui donne l'ordonnance vende les médicaments. Donc il a une incitation économique qui peut fausser le nombre de médicaments qu'il donne. C'est au niveau de la politique de la santé quelque chose qui est pas souhaitable. Or, pour l'instant, on a cette situation, on a une autre question à régler, c'est-à-dire comment on définit les marges pour les médecins, pour les pharmacies, et c'est quelque chose que le Conseil fédéral souhaite aussi traiter dans sa globalité. Raison pour laquelle il n'était pas indiqué, le Conseil fédéral a jugé pas utile de le régler dans cette révision, mais on veut pouvoir régler ça dans sa totalité. Est-il encore une question? Oui. Les pharmaciens pourront désormais donner des médicaments sans ordonnance. Vous disiez, pour autant qu'ils fournissent le conseil adéquat, comment est-ce que vous allez vous assurer que les pharmaciens dispensent le bon conseil pour l'utilisation d'un médicament qui était normalement sous ordonnance jusqu'alors? Bon, un pharmacien fait des études, il fait des études poussées,
Et il a des comptes à rendre. Il y a une surveillance qui est cantonale. Et vous devez avoir une certaine confiance en l'art du pharmacien. Donc, de façon générale, s'il y a un problème, ce problème devient connu et le pharmacien a une mauvaise réputation. Mais je pense que c'est comme dans tout métier, vous devez avoir une certaine confiance et ils sont formés pour. Si je peux juste ajouter un mot là-dessus, il faut quand même souligner que ça répond à une demande du Parlement. Avec cette modification, nous souhaitons aller dans le sens de ce que souhaite le Parlement. Et puis, dans le fond, cette réflexion et les critères, parce que ça concerne naturellement aussi le réexamen des médicaments, et ça doit être fixé. D'abord, il y a le principe dans la loi, il y a les délibérations sur la loi. Est-ce que le Parlement confirme qu'il souhaite ça ou pas? Et puis ensuite, si c'est le cas, il faudra naturellement l'appliquer concrètement. Et j'ai indiqué une chose que je répète ici, parce que c'est très important, c'est que la sécurité pour les patientes et les patients, elle est au cœur de la réflexion. Elle doit rester, elle doit rester au cœur de la réflexion, c'est très important pour moi. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur. In der Vernehmlassung war noch drin, diese Regelung der geldwerten Vorteile auf Medizinprodukte auszuweiten. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das jetzt Teil der Botschaft oder nicht? Artikel 33. Monsieur Baptiste, peut-être peut vous répondre. Medizinprodukte sind Teil der Regelung im Zusammenhang mit den Geldwertenvorteilen, wobei die Regelung vorsieht, dass vor allem eine Transparenz zwischen einem ersten Schritt gewünscht wird. Merci, monsieur Bauder. J'ai une question qui sort un petit peu du sujet, mais c'est à propos du prix des médicaments. Comment vous allez gérer la situation maintenant? Vous estimez que tout est décidé et que ça roule et qu'il n'y a plus de pression à mettre sur les pharma, ou est-ce qu'il y a une volonté de progresser? Sur les prix des médicaments, vous faites référence à la décision que le Conseil fédéral a prise au début de cette année. Qui a irrité les entreprises pharmaceutiques. Oui, bon. Enfin, écoutez, le Conseil fédéral fait son travail, chacun fait son travail. Hein. La décision qui a été prise alors n'a été rien d'autre que l'application d'une décision antécédente du Conseil fédéral qui datait de 2009, qui prévoyait qu'à partir de 2012, le prix des médicaments devait être revu, avec un certain nombre de critères que vous connaissez, revu par tiers de la liste des spécialités pour 2013, enfin à partir du 1er novembre 2012, novembre 2013 et novembre 2014. La décision du Conseil fédéral doit conduire ou peut conduire à des économies pour l'assurance obligatoire des soins d'environ 750 millions de francs une fois que la totalité du programme sera passée, ce qui représente quand même entre 19 et 20% des 5 milliards de têtes, hein, des 4, 8 ou des 5 milliards qui sont pris en charge pour les médicaments par l'assurance obligatoire des soins. Le premier tiers est en vigueur depuis le 1er novembre, donc ça fait quelques jours maintenant. Il y a évidemment, mais ça fait partie du travail, c'est normal, il y a évidemment encore des discussions qui sont en cours sur certains médicaments, il y en a très peu sur lesquels il y a encore des discussions qui sont ouvertes, et le Conseil fédéral admet avec cela que la décision qu'il a prise au printemps, je crois que c'est au mois de mars, est applicable, elle est appliquée par tiers et que l'application se passe bien. En parallèle, j'avais déjà annoncé la disponibilité à mener la réflexion et la discussion avec tous les acteurs concernés pour voir si un autre système de fixation du prix des médicaments pouvait être développé. Il y a une première réunion qui a eu lieu, je n'ai plus la date, en septembre, hein, qui a réuni tous les acteurs concernés et avec, dans le fond, vous ne serez pas étonné, mais à ce stade, tant que ce n'est pas très concret, avec, dans le fond, beaucoup d'acteurs qui sont très ouverts à mener la réflexion et nous sommes en train d'y travailler. L'idée serait de voir avec cela s'il est possible, pour les prochaines révisions, parce que c'est naturellement un travail qui nous accompagne tout le temps, le prix des médicaments, de voir si un autre système est imaginable avec l'accord de tous les acteurs concernés. Ils sont nombreux, hein. Ça concerne évidemment les entreprises pharmaceutiques, il y a aussi les assureurs qui sont concernés, il y a les représentants des patients et des patientes, il y a Monsieur Prix, enfin il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés, mais les travaux là ont commencé, mais ça prend un peu de temps. Quelles pistes sont explorées? Les génériques sont compris dedans?
On est très au début encore. Là, je ne veux pas encore prendre position sur les pistes qui sont explorées. On a d'abord constaté, c'était la première étape, qu'il y avait un intérêt commun à mener cette réflexion, à utiliser dans le fond ces 2 ou 3 années qui viennent pour lesquelles la situation est claire, à utiliser ces 2 ou 3 années pour mener la réflexion et voir si des solutions sont possibles. Mais c'est encore trop tôt pour moi pour prendre position sur les pistes qui sont explorées là. Mais pour autre question sur la décision du mois de mars, elle s'applique, elle est appliquée. Je crois que ça marche bien. Y a-t-il encore des questions? Madame Bella. J'aurais une question, mais sur un thème annexe au ministre de la Culture. Est-ce que vous avez suivi le parcours de l'écrivain genevois Joël Dicker? Et si oui, est-ce que vous attendez à des retombées positives pour la littérature suisse? Oui, j'ai évidemment suivi le magnifique parcours de M. Dicker, qui était dans le dernier carré pour le prix Goncourt à Paris. Je crois que la décision est tombée en début d'après-midi. Il n'a pas le prix Goncourt, mais il a fait là vraiment un magnifique parcours. Je l'ai eu au téléphone il y a environ 1 heure maintenant. Je l'ai eu brièvement au téléphone pour le féliciter pour ce magnifique parcours. Et puis pour souligner effectivement que dans le fond, il témoigne avec ce parcours de la très grande vivacité, de la très grande qualité, de l'excellence de la littérature suisse. Une littérature qui, depuis longtemps, dépasse nos frontières et fait vivre notre pays, notre culture à l'étranger. Je crois qu'il est vraiment il est un des porteurs de cette littérature et des espoirs aussi qu'elle peut susciter pour d'autres écrivaines et écrivains dans notre pays. Y a-t-il d'autres questions? Ce n'est plus le cas, donc je crois qu'on va conclure ici avant que les lumières ne s'éteignent d'elles-mêmes. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt.